dirigeant des éditions Vitamant, entreprise de presse professionnelle, familiale, que je dirige avec deux de mes enfants qui sont ici d'ailleurs. Et je suis également président du syndicat de la presse professionnelle, syndicat qui regroupe environ 80 entreprises qui vont de 1 à 2 salariés jusqu'à quelques milliers pour certaines de nos entreprises, à la fois print et numérique. Aujourd'hui, on a décidé de revenir sur le thème de l'IA, qu'on avait déjà évoqué il y a 2 ans, à un moment où c'était encore tout à fait balbutiant, on va dire, c'était vraiment les tout débuts. Mais c'est une telle déferlante sur nos vies, sur nos métiers, sur nos pratiques, qu'on a jugé bon de revenir sur le sujet, qui, je pense, intéresse tout le monde. Votre présence ici en témoigne. Notre syndicat, comme beaucoup de syndicats, a pour but on peut dire, de réfléchir aux évolutions, aux mutations, et c'est ce qu'on fait en toute convivialité au syndicat de la presse professionnelle. C'est également un lieu où on partage nos expériences, et ce genre d'initiative ici est aussi le moment où on peut vous partager avec vous ces expériences, ces témoignages de certains de nos adhérents. Et ici, aujourd'hui, on a regroupé 3 adhérents sur ces thèmes de l'IA qui vont vous partager l'état de l'art dans leur entreprise sur ces sujets. Et depuis 2 ans, ça a avancé considérablement, vous allez pouvoir vous en rendre compte si ce n'est pas déjà fait. Donc nous avons Éric Zuber de la revue Fiduciaire, Jean-Baptiste Tréboul des éditions touristiques européennes et Hervé Noiret du groupe NGPA, la France agricole. Juste avant de leur donner la parole, je vais donner la parole à Laurent Marie de SWIP, grâce à qui cette conférence a lieu, donc qui est notre sponsor pour la conférence. Bonjour, merci Jacques. Je vais juste faire donc une petite introduction. Effectivement, on est toujours, comme chaque année, ravis d'être votre sponsor. Et puis évoquer aussi en 2 mots un petit peu notre actualité, puisqu'on se voit maintenant à échéance, c'est 1 fois par an, donc autant vous donner l'actualité. Alors ça parle d'IA, effectivement, l'année dernière, je crois qu'il y avait aussi un sujet qui était sur ce point-là. Alors c'est un peu un fil rouge chez nous, puisqu'en fait ça fait maintenant 2 ans que l'IA est intégrée à SWIP et est fonctionnelle sur à la fois la création dynamique de l'audio, sur la création automatique de mots-clés, du SEO et d'autres choses. Mais ce n'est pas en fait ce qui vraiment est le reflet de nos activités. C'est plutôt depuis une bonne année, je dirais, une optimisation des investissements déjà faits par nos clients. C'est plutôt une revue des process, ça c'est assez général, c'est assez massif. C'est plutôt une revue des process, c'est comment je vais pouvoir produire plus, mieux, moins cher, avec ce que j'ai aujourd'hui, peut-être avec un petit peu plus. Donc on a 5-6 exemples qui sont assez mûrs aujourd'hui, qui sont clôturés et qui permettent en fait une meilleure productivité ou une meilleure utilisation du système sans avoir besoin de faire des investissements complémentaires. Voilà, ça c'est vraiment la grande tendance de l'année 2025. Et puis dans notre actualité, on a une année qui se termine plutôt bien, puisque on vient de signer avec le groupe Ouest France pour tout le pôle magazine, donc on est ravis de ça, et voilà. Je vous souhaite une très bonne conférence, et puis je vous dis à l'année prochaine. On dit bravo au groupe Ouest France aussi, alors c'est gagnant-gagnant toujours. Hein. Donc je vais donner la parole à Hervé, qui va nous raconter son expérience de cet outil. On considère l'IA comme un outil, jamais comme un autre. À toi Hervé.
Oui, alors nous au groupe, en fait, il y a plus de 2 ans de cela, effectivement, quand on a, comme vous tous, découvert les possibilités infinies qui s'offraient à nous, bien évidemment, on a travaillé avec la FNPS aussi pour poser un cadre. C'était la première des démarches. On a posé un cadre avec les rédactions notamment pour pouvoir travailler et dans une logique de transparence, utiliser l'outil pour les rédactions, mais bien évidemment avec une nécessité d'encadrement et de clarté. Ça, c'était le premier point. Ça nous semblait impréalable. Et concomitamment, en fait, on a beaucoup travaillé aussi pour pouvoir signifier à quel point, notamment à tous ces opérateurs, à quel point on était en désaccord avec eux sur la démarche, puisque nous contribuons tous à l'enrichissement effectivement de ces algorithmes, et donc on a tous posé des opt-out et on travaille là-dessus, et avec le FNPS, comme l'ensemble des acteurs et des groupes médias, on essaie de se structurer pour faire valoir nos droits et dire effectivement que s'il y a un usage, eh bien, il y a aussi effectivement forcément une rétribution qui doit y être associée. Voilà, alors tout ça, on n'est pas dans... On est sur un schéma où effectivement on est à la fois les victimes et on se dit aussi qu'il faut qu'on en soit les opérateurs. Donc on a posé ce cadre-là. Et puis nous on a travaillé, on a mis en place comme vous tous je pense, des chantiers aussi. Et on a désigné des chefs de projet IA et on a essayé d'avancer tous ensemble, notamment par rapport à... On a une centaine de journalistes chez nous, donc on a essayé de travailler par exemple sur un outil d'IA appliqué effectivement comme assistant de rédaction et voir comment on pouvait le développer. Et là, on a développé une propre solution en mail qui nous permet de générer en fait à partir notamment des données en fait d'audience issues de piano, de générer des résumés effectivement qui eux-mêmes intègrent une newsletter qui arrive sur les rédactions et qui peuvent être quasiment convertibles immédiatement en format audio. Donc c'est quelque chose qu'on va lancer en décembre. Ça, c'est un outil assez intéressant. Dans les faits, ça renvoie toujours et systématiquement à nos articles de fond. Donc c'est censé nous apporter du trafic et ça permet aussi d'améliorer l'expérience utilisateur. Donc cet outil-là, il est piloté, enfin il est en automatique. Alors, je pense que je peux le commercialiser si ça intéresse certains éditeurs. Il est en automatique et en fait il y a 2 niveaux de validation pour les rédactions, donc c'est un point intéressant. J'entendais nos amis d'Ouest France aussi qui travaillaient sur... Voilà, on est tous en train d'essayer de travailler et de dompter l'outil, ou en tout cas les facilités techniques appliquées à cet outil. Est-ce que tu peux nous donner un peu le process plus précisément, si tu veux bien, comment vous allez chercher le résumé, vous faites des résumés de quoi et comment? Techniquement, c'est à la fois très simple, mais si je dis que c'est simple, je ne vais plus le commercialiser. C'est simple, c'est simple, ça fonctionne bien. C'est-à-dire qu'on extrait de piano, en fait, à partir de piano, donc c'est l'outil analytics qu'on a sur le site. On extrait, en fait, les meilleurs articles et naturellement, l'audience. Sur l'audience. Et donc, ça génère... et on demande à l'algo de travailler là-dessus et de résumer en fait ces articles-là. Et ces résumés sont envoyés et intégrés dans une newsletter, sachant qu'on laisse, il y a 3 entrées ou 4, et il y a 2 entrées qui sont laissées au libre arbitre, bien sûr, des directions de la rédaction, parce qu'il y a des sujets qui ne remontent pas en audience et qui semblent effectivement pour nous, genre le Mercosur ou des choses comme ça. On sait que ça va remonter, quoique, mais en tout cas, il y a des sujets qu'on veut traiter impérativement, et là, bien sûr, il y a la main qui est faite à la rédaction. La possibilité, elle est aussi intéressante, c'est-à-dire qu'on peut refuser, on peut régénérer des articles, et ça c'est quasiment de façon automatique. Et surtout, je dirais par rapport, on avait travaillé, il est parti, mais on avait travaillé aussi il y a 1 an sur des solutions aussi de transcription audio. Et là aujourd'hui on a un niveau de maturité dans les outils que vous connaissez tous, mais quand on regarde, quand on voit, on a le parfait mix avec la voix, c'est fluide, il y a des intonations et la transcription est aujourd'hui de qualité. Donc tu fais un résumé, t'en fais un podcast finalement très court, j'imagine, 1 minute, 2 minutes ou 10 minutes. Non mais c'est oui. Alors je peux décider ce que je veux en fait. Le résumé, la newsletter, c'est 4 lignes qui renvoient après effectivement une espèce de chapeau qui renvoie sur l'article. Et ce que je peux faire aussi, c'est effectivement transcrire l'intégralité de l'article en audio. Et c'est ça qui est rien de nouveau, quoi. Mais aujourd'hui, il y a un niveau de maturité et effectivement de maîtrise technique chez nous qui nous permet effectivement là-dessus
d'être assez satisfait. Et de le lancer, on va le lancer là en décembre. Je vous encourage à aller sur lafranceagricole.fr, de souscrire à nos 12 newsletters, il y en a une 13e, voilà. Et de soutenir non seulement le monde agricole, mais aussi les éditeurs qui en ont besoin. Très bien. Donc on imagine ton client dans son tracteur qui écoute son article en fait. Il a été choisi pour lui. Ouais, on travaille beaucoup là-dessus avec les outils Califeo aussi, mais on a aussi une boîte d'études chez nous et on est là en train de refondre effectivement la France agricole, travailler sur une nouvelle formule et on le voit bien, l'écoute embarquée en tracteur, plus que jamais ça a du sens et donc bien sûr on travaille beaucoup sur la transcription vidéo et audio aussi de nos contenus. C'est un axe sur lequel on s'est beaucoup investi déjà. Mais ça marche en voiture aussi finalement. Ouais, l'audio, ouais, les podcasts, ça fonctionne bien aussi. Ok. Donc pour ça, tu as dédié une équipe spécialisée j'imagine, de jeunes à capuche qui Il n'y a pas de capuche à tout âge. Des gens qui ont quasiment mon âge et qui travaillent sur la fragmentation aussi. Non, il y avait des gens issus de la direction numérique chez nous qui avaient déjà des centres d'intérêt, qui étaient déjà dedans. En fait, on l'utilise tous depuis assez longtemps quand même, tout ça. Et puis, on n'a pas embauché spécifiquement. Et sinon, après, quand on a des besoins, on travaille soit avec des partenaires, on va en parler, soit tout simplement, on travaille aussi avec des boîtes qui peuvent nous aider là-dessus. Un gros partage d'expérience, je pense, pour nous tous, parce qu'on est tous en train d'expérimenter dans nos coins. Et si on arrive, je disais que je le commercialisais, honnêtement, si demain je peux le mettre à dispo facilement, moi je pense que c'est des outils aussi qui soutiennent en fait l'effort collectif qu'on porte tous pour la formation. Ok. Je suis prêt à le négocier à un bon prix. On est dans le partage de la valeur. Hein. Donc on reviendra sur une autre expérience d'Hervé tout à l'heure. Jean-Baptiste, alors toi, quelle est ton expérience de l'IA? Alors nous, on a démarré sur l'IA il y a à peu près 1 an. On a fait, je pense, comme beaucoup d'entreprises ou d'éditeurs, on a commencé par former tout le monde, notamment les formations que propose la FNPS. Donc on a passé tous les journalistes et un peu au-delà, community manager, à la moulinette découverte de l'IA, acculturation. Ensuite, on a incité les collaborateurs à s'en servir à tout point de vue dans leur travail quotidien. Et donc là, on a déjà senti des effets positifs, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, en termes de gain de temps, d'automatisation et de qualité d'efficacité. Et puis, on a fait tout ça un peu en même temps, mais très vite, on est parti sur un chatbot sur notre site d'IA générative. On avait un gros patrimoine de contenu propre. Et puis, tu peux rappeler ton c'est la revue Espace, donc c'est la presse professionnelle spécialisée tourisme avec des contenus à forte valeur ajoutée, des sujets un peu longs, des sujets d'analyse, de réflexion, un contenu assez lourd, on va dire, pas d'actualité ou très peu d'actualité, mais plutôt vraiment des sujets de réflexion sur l'évolution du secteur du tourisme et des loisirs. Donc on avait plus de 7000 articles et dossiers en base de données, dont une partie assez limitée vivait. Ils avaient une durée de vie d'à peu près 8 mois en termes de consultation, de téléchargement. L'enjeu, c'est chez nous, par rapport à nos abonnés, on fonctionne qu'avec des abonnements et de l'achat d'articles, c'est de développer l'usage. L'usage permet de réabonner les gens, de maintenir des taux d'abonnement élevés. Donc on avait un gros patrimoine de contenu qui servait moyennement, on va dire, et puis on a décidé de quasiment doubler ce patrimoine de contenu en allant chercher toute une série de documents gratuits qui existent dans la profession. On est dans une profession qui produit beaucoup de documentation, des schémas de développement touristique, des rapports d'activité, des livres blancs, etc. Ça produit beaucoup. Donc on a découvert, enfin on s'en doutait, mais on a découvert à quel point il y avait énormément de choses gratuites qui existaient. Donc on a tout centralisé chez nous. Et on a développé un moteur d'IA qui vient chercher dans ce gros patrimoine de contenu pour produire des nouveaux articles, en réalité. Et donc ça a démarré depuis 3-4 mois, mais ça fonctionne bien, c'est très encourageant. Donc en gros, on avait un flux annuel de contenu qui était la motivation principale d'abonnement et de consultation et d'usage. Et on est en train de passer sur un modèle où c'est le stock qui compte le plus et c'est la capacité de nos abonnés à aller chercher des articles qui répondent à leurs besoins à un moment donné et de les produire sur mesure. Donc on était parti au début sur, c'est un moteur de questions-réponses, puis finalement on se rend compte que le wording n'est pas hyper bon, ça donne l'idée d'un chat, tac tac tac, on se pose des questions.
En fait, c'est pas ça. Vraiment, on produit des articles nouveaux sur la base de contenus anciens, hein, pour la faire court. Donc, globalement, c'est un projet qu'on a monté donc, avec la FNPS dans le cadre du PACIA. Et donc, on était vraiment hyper contents des résultats parce qu'en 3 mois, on a sorti le produit. On avait une équipe interne, donc notre informaticien Christophe est là, donc il suit toutes les conférences du salon et il va voir les exposants. On avait vraiment quelqu'un en interne qui était capable de suivre ce projet pendant 3 mois, de manière très cadencée, très stricte. Et on a réussi à le sortir avec un cofinancement donc, de la région Île-de-France dans le cadre du PACIA et de la FNPS. Donc ça a très bien fonctionné, c'était beaucoup plus simple que prévu, beaucoup plus rapide et efficace qu'on l'aurait imaginé. On avait un peu peur de partir dans tous les sens et que ça nous coûte un bras. Aujourd'hui, on ne sait pas trop combien ça nous coûte, mais ça nous coûte quand même un peu, dans les 200 € par mois, mais pas toujours, enfin c'est un peu flou. Et ce qui coûte, c'est vraiment l'hébergement de la nouvelle base de données. En gros, on a une grosse base de données de contenu, et puis l'IA, il va chercher dans une nouvelle base de données, indexée, vectorisée, etc. Donc ça, je ne rentre pas dans la technique parce que je ne la connais pas. Mais c'est ça qui nous coûte de l'argent, ce n'est pas l'abonnement chez OpenAI. Donc, très franchement, on ne sait pas précisément où on va. Pour l'instant, ça ne rapporte pas d'argent. Si mes camarades ont des expériences différentes, tant mieux. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on sent bien que notre modèle il pivote, on sent bien que ça bouge, on sent bien que notre métier est en train de profondément changer. Et l'avantage, c'est qu'on se dit qu'on est dans le train et puis on va bien voir où ça nous mène. Et donc c'est en termes d'équipe, en termes de gestion d'équipe, en termes de projet d'entreprise, c'est quand même hyper stimulant d'être dans quelque chose qui bouge et qui remet pas mal de choses en cause. Donc voilà un peu les éléments clés de notre expérience sur... On est dans une évolution, une mutation fondamentale. Oui, complètement. Alors là, ça je suis quasi sûr, mais laquelle, j'en sais rien. Est-ce que ça va être positif? Plus on avance, plus je suis confiant dans notre capacité à évoluer, à nous adapter, mais je suis quand même pas très optimiste plus on avance sur l'avenir global. C'est-à-dire qu'on sent bien que la production de contenu en termes de flux et sa commercialisation ou la monétisation par l'audience est quand même de plus en plus problématique. Ça, moi, je l'entends chez mes confrères. Nous, on n'est pas concernés vu qu'on n'a pas de pub. Enfin, on l'entend chez les confrères de manière très forte. Donc c'est globalement plutôt inquiétant. Dans un contexte comme ça, vous voulez être dans l'action plutôt que d'avoir peur et de faire l'autruche, à mon sens. Donc tu es vraiment dans l'action, là, je vois. Oui, mais encore avec beaucoup de doutes, hein. Beaucoup de doutes et beaucoup d'échecs aussi. On a essayé de commercialiser par exemple notre outil, ça n'a pas du tout marché. Donc that's it. Le commercialiser chez nos clients, hein. Le commercialiser en plus de notre forfait d'abonnement habituel. Bon, ça ne marche pas. Donc on va trouver autre chose, pas grave. Donc vous voyez que tout le monde cherche, et Eric m'a fait part de quelque chose, c'est que lui aussi dans son entreprise, ça fait 7 ou 8 ans qu'il cherche des nouveaux modèles, des nouvelles idées, cherche à monétiser ses idées en fait, et force est de constater que dans nos entreprises, on essaye des choses et puis ça ne marche pas toujours, ou bien ça ne rend pas tout de suite comme on voudrait. Mais toi, Eric, tu sembles avoir trouvé quelque chose qui enfin est monétisable et que tu arrives à maîtriser. Et je suis curieux que tu puisses nous partager cette expérience-là. Merci. Oui, je vais essayer de le faire de façon assez synthétique. Il y a 5 ans, je m'étais dit il faut absolument qu'on trouve des moyens de mieux aider nos clients. Donc je vais vous rappeler un peu d'où on vient et qu'est-ce qu'on a fait. Déjà dans les grandes lignes, donc on a un éditeur juridique dans 6 métiers. On a plus de 100 ans, donc on a passé pas mal de révolutions. Et là, il y a une nouvelle révolution qui est l'IA, dans laquelle on est. On est très classique quand vous regardez nos offres, édition, presse, documentation, formation. Puis là au milieu, vous voyez 4 IA spécialisées par métier. Alors déjà, ça sonne par rapport à une réflexion cible métier. Et il y a 5 ans, on avait déposé un dossier Alter Ego, au FSDB. Je remercie Eugénie qui est dans la salle, puisque à l'époque,
j'expliquais que je cherchais quelque chose qui permettrait tout au long de la journée d'aider mes clients en puisant dans notre fonds documentaire au bon moment, comme on dit en anglais, right time, avec la bonne information qualitative, etc. Et à un moment, je mettais dans la note, il y aura une brique IA. Donc j'ai rencontré des ingénieurs de Saclay, etc. Mais vous imaginez bien qu'en 2020-2021, ça fumait très fort en termes de réflexion, mais il n'y avait rien d'effectif. Et puis il y a eu cette chance, il y a 3 ans, vous avez été confrontés comme nous à OpenAI, donc ChatGPT au grand public, qui est arrivé dans la transformation de notre groupe, qui a beaucoup essayé, qui a essayé d'adopter la réalité augmentée il y a 10 ans. Donc pendant 6 années, on a essayé de pousser cette techno en se disant voilà, elle est révolutionnaire, on scannait avec un téléphone, on avait la réalité augmentée qui permettait d'avoir les derniers textes. Mais les clients nous disaient gentiment, il suffit d'aller sur l'ordinateur et on l'a directement, donc pourquoi? Mais ça a quand même occupé des gens pendant des années pour absolument pas un euro de résultat. On a eu quelque chose de plus, en termes de résultats intéressants et qui préfigure l'IA, c'est le legal design. En fait, en termes très simples, les infographies, c'est déjà de rentrer dans la synthèse. Et pourquoi je parle de synthèse? Parce qu'aujourd'hui, l'IA, en gros, ça vous permet d'aller dans la partie synthétique et tout en gardant la partie, je dirais, qualitative et analytique des documentations. Et c'est pour ça qu'on est devenu un éditeur aujourd'hui qui lance des IA à répétition, si je peux dire, en interne sur nos cibles, mais aussi à l'extérieur. Et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'il y a 1 an, on a lancé d'abord des docs spécialisés. En fait, notre fonds documentaire en digital, on l'a travaillé pour le rendre plus accessible par cible en termes de besoins et d'usage client. On a essayé de comprendre, on a fait des études assez approfondies auprès des directeurs financiers, des experts comptables, des DRH, des gestionnaires de paye. Et on s'est dit, tiens, c'est marrant, ils travaillent quand même très différemment, ces gens-là, de ce qu'on peut croire quand nous, on est dans nos bureaux au 100 rue Lafayette. Sur le terrain, le praticien, il n'a pas exactement les mêmes modes de fonctionnement. Donc on a essayé d'adapter nos fonds documentaires en les travaillant dans une logique qu'on appelait MyDoc, spécialisée. Puis en même temps, il y a ChatGPT en 2023 qui commençait à nous permettre d'avoir des solutions d'IA. Et on a fait un bond accéléré, si je peux dire, puisque l'année dernière, au congrès des experts comptables, on est arrivé avec RF Alter Ego Expert Comptable, qui était une solution d'IA sur nos fonds documentaires pour un expert comptable. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est à peu près 150 clients dans 6 métiers. Donc vous multipliez les 150 questions qui peuvent se poser par nombre de clients par secteur, ça fait beaucoup de prompts. Et donc, très rapidement, cette solution RF Alter Ego Expert Comptable a rencontré son public, comme on dit, et bonheur inespéré, depuis 15 ans, on cherchait à relancer notre marque et notre entreprise avec des nouveaux produits. J'en lançais à peu près 2 par an depuis que je suis arrivé en 2017. Il n'y en a pas un qui faisait il y avait des succès d'estime. On est monté à 17 000 contacts à un moment en plein Covid avec MyActu. Mais les gens n'étaient pas prêts à payer. Alors là, non, on a nos abonnements, on ne va pas vous mettre 3 € de plus pour un abonnement, hors de question. Bon, bref, heureusement, là, l'IA a rencontré son public. C'est-à-dire que les experts comptables ont dit ok, alors là vous avez des prix affichés, ils sont assez élevés. Il faut savoir que les abonnements chez nous c'était entre 300 et 500, 600 € annuels. Là on est sur des logiques de 1000 à 2000 €. Donc on a monté le panier moyen, on a fait ce qu'on a fait en termes stratégiques, une distribution en valeur beaucoup plus forte qu'on pouvait faire avant. Et on est rentré dans une phase où il y a eu 100, 300, 600 experts comptables qui ont adhéré à la solution RF Alter Ego Expert Comptable. Il y a des clients qui étaient chez notre grand concurrent historique, qui ne voulaient plus vraiment pas entendre parler d'un changement, mais qui se sont dit tiens, c'est pas mal la solution. Et ça nous a permis de récupérer des experts comptables, il y en a 21 000 en France, qui étaient chez nos concurrents et qui se sont dit c'est intéressant leur solution. Et ça redonnait aussi, et ça c'est le deuxième sujet, un coup de booster sur nos fonds documentaires. C'est-à-dire que nos fonds documentaires et les abonnements sont toujours aussi importants pour les clients praticiens parce qu'ils ont besoin d'un côté de la synthèse grâce à l'IA, mais ils ont aussi besoin de l'analytique, c'est-à-dire des sources et des fonds pour pouvoir travailler et faire du conseil.
Donc la transformation est réellement là. Une petite seconde pour bien clarifier, c'est-à-dire que tu as gardé tes abonnements à la revue fiduciaire, qui sont historiques, qui sont en gros 300 € par client, à quelque chose près, et tu as rajouté un autre abonnement à ton service avec l'IA. C'est bien ça? Oui, parce qu'on en a bien vu, depuis 25 ans, Internet a cassé totalement toute réflexion de monétisation des produits, et notamment dans plein d'univers, et qu'il était hors de question qu'on lance de l'IA sans le lancer comme un nouveau produit, c'est ce que j'appelle un produit de sortie. C'est à la fois un moyen, et effectivement l'IA est dans tous les départements du groupe, et on utilise l'IA, mais la différence, et c'est exceptionnel parce que dans le monde juridique, on n'y croyait pas, ça arrive dans le monde médical, ça arrive dans d'autres univers, ça arrive comme quelque chose qui est véritablement une valeur ajoutée très forte en termes de produits de sortie. Donc aujourd'hui, on commercialise l'IA en stand-alone, comme on dit en anglais, à part, comme des produits, et on les commercialise aussi avec les abonnements traditionnels, les fonds documentaires, ce qu'on appelle des bundles en anglais, où on couple à la fois d'un côté un abonnement RF Premium, qui est l'ensemble du fonds documentaire, et l'IA spécialisé par cible. Donc c'est ça à peu près le résumé que je peux faire très rapidement depuis un an. L'accélération, elle se fait aussi de façon assez intéressante sur des réflexions qu'on a eues et des demandes qu'on a pu avoir dans d'autres univers. Par exemple, dans le monde de l'alimentaire, il y a une maison d'édition spécialisée qui produit des documents de référence pour les cafés, hôtels, restaurants, qui nous ont demandé si on pouvait les aider à travailler sur une IA, sur leur propre fonds. Donc on est en train de regarder ça. Il y a Groupe Option Finance, pour ne pas le nommer, qui est en réflexion aujourd'hui sur son évolution, avec qui on avance. On a des sociétés comme le spécialiste mondial de la paye, ADP, qui va lancer ADP Assist, qui est une IA, avec lequel on travaille parce que notre fonds documentaire en social et en paye les intéresse. Et puis on va en parler dans le monde agricole avec Hervé Noiret. On a donc co-construit l'Hexagro. Si je reviens juste sur une dernière donnée hyper importante et sans jeu de mots, c'est qu'on parle d'IA, mais ce qui sauve entre guillemets notre univers global, c'est pas tant l'IA qui reste quand même un moyen, même si c'est un produit de sortie chez nous, mais ce sont les fonds, ce sont les données éditoriales. Et tout, c'est un peu tarte à la crème de dire ça, mais j'insiste sur le fait d'avoir des données qualitatives, de les fermer, et surtout pas de les ouvrir sur ChatGPT, Perplexity et autres IA. Là, vous êtes mort à moyen et long terme, voire à court terme. Donc il faut sécuriser les données, les protéger et continuer à les faire fructifier. Ce qui veut dire aussi que pour des entreprises comme les nôtres, qui sont avant tout des maisons qui emploient des rédacteurs et des journalistes, ça donne un nouveau souffle pour relancer la qualité de la production éditoriale, des données éditoriales et donc des embauches de rédacteurs. Et c'est assez paradoxal parce qu'on a embauché une dizaine de personnes dans la tech là, au mois de septembre pour la DSI, mais on est en train de recruter à nouveau d'autres rédacteurs hyper spécialisés pour pouvoir enrichir le corpus, le fonds documentaire. Et c'est très important et ça redonne donc aussi une dynamique à nos groupes pour l'avenir, je l'espère. Alors là, à court terme, on sait qu'on est gagnant et ça a généré plusieurs millions d'euros, l'IA, chez nous. Ça a généré plus de 1600 clients nouveaux et ça a permis aussi de redonner un coup de boost, si je peux dire, à l'optimisme de cette société avec à peu près 200 personnes qui, pour certains, sont là depuis 30 ans et qui se disaient je suis mort, en gros l'IA va faire le job à ma place. Donc c'est très intéressant. Cette période de mutation, elle est formidable. Alors, je ne veux pas non plus donner c'était un peu l'idée, c'était que vous aviez un point de vue un peu plus critique et négatif. Moi, je ne veux pas non plus être hyper dans le positif et en sachant que ça reste, il faut être très 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 prudent par rapport à ce qui se passe. Mais en tout cas, ça donne bien un signal positif par rapport à nos métiers et par rapport à la production de données éditoriales. Et je passerai rapidement aussi sur la qualité qu'il faut avoir sur le suivi de nos clients. Donc les données clients, les données éditoriales et l'IA,
C'est à peu près les 3 piliers sur lesquels on peut bâtir un renouveau. Et donc pour finir, je dirais qu'on ouvre aussi d'autres IA. Hein. Donc on a lancé RF Franchise, qui est une IA pour les franchiseurs et les franchisés. On le fait avec l'officiel de la franchise, qui est un des titres de notre groupe. Et donc on ouvre aujourd'hui des co-partenariats, des co-constructions d'IA. Et voilà, dans une logique de s'intéresser un peu à ce qui se passe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'est un peu aussi une tribune libre. Hein. Si certains sont intéressés et s'ils pensent que leur qualité de données pourrait servir à créer des IA, alors pour l'instant, on est plus dans l'IA juridique, mais on est en train de les ouvrir à d'autres univers. Le groupe Revue Fiduciaire donc, est en train, peut-être à terme, de créer une nouvelle business unit autour des IA et peut-être être une société d'IA. Mais de nouveau, je reste très très humble et très, je dirais, en ouverture hein, de projet, parce que ça ne se fera qu'en co-construction. Et donc c'est pour ça qu'avec Hervé, on peut évoquer des choses aussi. Merci Eric. Je ne doute pas qu'il y aura des questions, on laissera la place aux questions après. Justement, donc Hervé va nous parler de cette initiative que vous avez, ce partenariat, parce que vous avez travaillé ça ensemble. Tu veux qu'on lance la petite? Non. L'expérience, je sais. On dit pas non, on dit pas non d'abord. Il y a une petite démo, on a fait un petit format vidéo, on vous le lancera à la fin. L'idée, nous, après, on a parlé de l'usage en interne et de la façon qu'on essaie d'appréhender les choses. Déjà pour nous et nos collaborateurs. Et puis, il y a aussi, bien évidemment, l'intérêt qu'on essaye d'apporter pour un usage professionnel à nos abonnés. Alors moi, je suis dans l'agriculture. Donc forcément, on a essayé de regarder comment on pouvait développer ou utiliser ces possibilités-là. On a 30% de nos audiences qui viennent sur des problématiques de droit sur le site, qui viennent sur des problématiques de droit et de gestion en fait, de l'exploitation. Et on a regardé, on avait une espèce d'LSK au sein du groupe qui était effectivement toute cette base historique, puisque la France agricole c'est 1945, qui est réactualisée toutes les semaines où j'ai 2 pages de questions qui sont posées par des agriculteurs et auxquelles des avocats, des notaires, des experts comptables répondent. Et donc tout ça s'est nourri et tout ça c'était pas exploité. Et en fait c'était dans les archives. Donc on a regardé ce qu'on pouvait extraire, on n'est pas remonté jusqu'à 1945, même si dans la gestion en matière de droit rural il y a eu peu d'avancées, ou en tout cas à chaque fois c'est de la surréglementation. Donc voilà, et on a on a extrait plus de 20 000 articles chez nous qui étaient consacrés effectivement au droit rural. Et on s'est dit, il y a quand même une base. Et après cette base-là, on s'est dit, est-ce que ça pourrait être utile et est-ce que ça pourrait aider les agriculteurs dans leurs problématiques? Parce que vous savez comme moi, vous l'avez lu dans la presse, et vous avez peut-être des amis aussi qui sont dans l'agriculture, on souffre, nous, effectivement, d'une surréglementation permanente et on souffre effectivement de beaucoup de problématiques autour de ce droit rural qui est lié au voisinage, qui est lié à l'exploitation, qui est lié à la gestion de l'exploitation, tout simplement. Mais on a vite convenu, en fait, en interne, que cette base de droit rural qu'on avait, je pense qu'on est quasiment les seuls à l'avoir. Par exemple, là, à Cocorico, bravo, mais elle n'était pas suffisante pour entraîner un moteur. Et donc, on se parle avec Eric, et fort de leur expérience, on s'est rapprochés et on s'est dit, si jamais, effectivement, dans le cloud, tous les deux, on met nos bases, toi sur la gestion de l'exploitation, c'est la gestion de l'entreprise, en fait, hein. Il y a beaucoup de similitudes, et moi, en apportant le droit rural, est-ce qu'on ne peut pas en faire quelque chose? On a fait effectivement un POC, on a regardé, et on s'est dit que les réponses, effectivement, étaient solides. Après, on a travaillé ensemble, donc il l'a développé, Eric, en marque blanche, et nous, donc on travaille, et puis je lui loue aussi l'exploitation de sa base pour entraîner moi-même mon propre algo et effectivement l'enrichir avec mes contenus. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que c'était solide, comme je vous le disais. C'était effectivement, et alors on l'a réorienté parce qu'on s'est dit, bon, clairement, alors dès que tu fais ça, tu es tout le temps en permanence en train de te tester et tu sors l'ensemble des IA et tu regardes si toi, tu apportes une valeur ajoutée. Et nous, aujourd'hui, je vais vous montrer, donc ça existe en ligne, hein, ça s'appelle Lexagro, et en espèce de 6 mois, les équipes d'Eric et des nôtres ont réussi à sortir ce produit-là, qui est en fait un assistant IA, droit et gestion de l'exploitation agricole. C'est le premier assistant IA 100% agri. Ça a une valeur, d'autant plus que déjà, on a travaillé dans ce sens, c'est la promesse. Déjà, les données sont sécurisées, elles ne sont pas partagées, elles ne remontent pas aux États-Unis, elles restent juste dans notre admin et dans le cloud.
La deuxième, donc ça c'est le premier point. La deuxième, c'est qu'on a les contenus de référence, donc il y a peu de biais, peu d'hallucinations. Hein, c'est des contenus donc, du groupe Revue Fiduciaire, du journal officiel et du groupe France Agricole, sur tout ce qui est droit rural. Et puis, et après, on a travaillé sur l'optimisation aussi du format. Aujourd'hui, alors vous allez taper, vous allez essayer, des fois à 80%, 90%, on a une réponse qui est volontairement synthétique. Si vous allez sur quelques moteurs généraux, enfin d'IA, vous allez voir souvent on a une longue réponse et il vous propose de la réduire et de la corriger, de la resynthétiser. Bon, nous, il y a 5 points, souvent c'est clair. 1, 2, 3, peut-être 5 points. Surtout derrière, en dessous, il y a les sources qui sont associées, donc qui sont les sources de mes marques en fait. La France Agricole, la vigne pour la viticulture, WebAgri pour l'élevage, et à chaque fois, donc, vous avez la possibilité d'avoir accès. Vous cliquez, ça renvoie directement aussi sur l'article en référence. Et tout ça, on pense que ça a du sens. Alors bien sûr, ça ne se substitue pas ni aux notaires, ni aux avocats, ni aux experts comptables. Et c'est pas notre propos. L'idée, c'est de dire, vous avez une question, vous savez pas forcément, et moi j'aimais aussi poser des questions sans passer trop de temps, et avoir une réponse construite, solide, et structurée et sourcée. On s'est dit que ça fonctionnait bien pour après aller voir ses conseils et puis travailler sur sa problématique. Voilà, donc ça s'appelle l'Hexagro, on l'a lancé là, c'est en ligne, on l'a lancé il y a 15 jours. Hein. Et tu veux lancer... Non, tu peux expliquer le modèle économique? Alors, le modèle, c'est simple. Là aussi, on essaye, nous, d'apporter de la valeur ajoutée. Donc moi, mon modèle d'affaires, c'est beaucoup les abonnements, c'est 50% de mon biz. Et donc du coup, c'était un upsell en fait, mais vous l'avez, enfin l'upsell que je voulais faire initialement, on ne l'a pas fait. J'ai écouté mes équipes, j'espère que j'aurai raison. Et on l'a intégré forcément dans l'abonnement. Donc un abonnement à la France Agricole, c'est 300, l'abonnement à la France Agricole intégrale, c'est 309 €. Dedans, vous avez Agriflix, le Netflix de l'agriculture, et dedans, vous avez aussi, je fais ma pub, et dedans, vous avez aussi l'Hexagro. Voilà. Et après, on le vend en stand-alone, et on a commencé effectivement à démarcher, avec une équipe de rencontre, à démarcher, et là, c'est 399 €, mais avec un nombre limité aussi de requêtes, et puis le modèle le plus premium, c'est 999 €. Donc voilà, donc on l'intègre. L'idée, c'est de favoriser l'usage, c'est de le répondre et de le mettre à disposition des agriculteurs surtout, hein, et puis d'en faire effectivement un business, pourquoi pas aussi. À nous aussi de profiter de cette opportunité. Alors, est-ce que tu veux lancer? Donc c'est simple, hein, vous vous connectez. Bon, alors, je ne sais pas jusqu'où on remonte là sur la petite vidéo. Vous avez en tout cas www.lexagro.fr. On aurait dû le tester, mais sinon vous avez peut-être internet, on va sur le site. Non. Vous vous connectez en fait, vous avez vos identifiants si vous êtes abonné à la France Agricole. Voilà, donc là vous avez le premier assistant, bon ça vous n'avez pas ça, hein, c'est pas l'interface, mais c'est une petite capsule play. Forcément ça marche à 80%, nous les gens viennent sur le mobile. Donc on remplace personne, mais effectivement on conseille, c'est mon assistant, vous n'aurez pas eu son code d'accès. Et puis là, vous posez votre question. Donc on a volontairement posé une question sur l'IA. Bon alors là, vous n'avez pas les 5 points, mais vous avez les sources, donc vous voyez WebAgri, Vitisphère, l'ensemble de nos marques en fait. Et là, vous cliquez au clic, vous accédez, alors c'est une ouverture aussi, vous accédez au contenu aussi. Bon, le truc n'est pas optimisé, mais vous accédez en fait à l'article source aussi, vous pouvez revenir en arrière et puis reprompter. Tout ça, bien sûr, vous avez vu dans l'interface, vous avez un historique, vous pouvez classer vos prompts, vos requêtes, elles sont juste, je dirais, limitées au format d'abonnement que vous avez. Voilà, on a là aussi, donc du coup, non seulement un schéma d'exploitation en interne en tant qu'assistant, en tant qu'effectivement, je dirais, professionnel, mais aussi pour nos abonnés et pour nos clients aussi, un outil pour accélérer effectivement sur cet univers-là. Merci à tous les trois pour le partage de vos évolutions majeures. Je vous propose de les applaudir déjà. Et de recueillir quelques questions. Allons-y. Tu passes un micro peut-être. Bonjour. J'ai une question justement sur l'Hexagro. Je sais que la solution n'a que 2 semaines, mais est-ce que vous avez déjà eu des retours des agriculteurs
sur voilà, comment ils percevaient l'IA dans leur activité. Et est-ce que vous pensez qu'il y a un travail de pédagogie à faire aussi avec ces agriculteurs pour que justement ils intègrent votre solution à leur quotidien? Ah ben alors, on l'avait pré-testé en fait, hein, merci pour cette question. On l'a forcément effectivement imaginé avec eux, on l'a pré-testé. On a la chance d'avoir une boîte d'études chez nous aussi, qui a un panel d'agri-testeurs. Donc on a testé en fait la solution déjà au sein de nos rédactions pour voir si avec elles c'était, je dirais, performant et si elles pouvaient l'intégrer. Parce que même pour elles, ça va changer pas mal de choses. Et puis, bien évidemment aussi avec les agriculteurs, on a fait des tests et on l'a, parce que chez nous, il y a beaucoup de salons aussi, on l'a intégré aussi dans tous nos schémas aussi. Franchement, c'est au cœur de leurs préoccupations. Vous êtes agriculteur, vous ne faites que de gérer la réglementation et vous posez à peu près une dizaine de questions auxquelles il faut répondre tous les jours, mais qui sont très structurantes pour la gestion de votre exploitation. Donc tout le monde est plutôt, je dirais, intéressé par ce type de solution. Le fait que ce soit sur mobile, le fait que vous pouvez vous poser vos questions en live, on est assez confiant. Maintenant, ce qu'il faut, c'est maximiser l'usage. Et d'où l'idée aussi de l'ouvrir et de le mettre dans les abonnements, parce que je pense qu'on doit bien ça à nos abonnés. Et dans le même temps, on est assez confiant sur l'exploitation. Là, au bout de 15 jours, on a eu, je crois, à peu près 600 utilisations. Je ne parle pas de prompt, hein, mais juste 600 abonnés qui sont connectés. Donc on commence après avec les équipes. Il y avait une newsletter qui est partie ce matin, très didactique, pédagogique, pour leur dire c'est dans votre abonnement. Ce que disait un peu Laurent, hein, c'est-à-dire que nous aussi, on est tous en train d'essayer d'enrichir constamment nos solutions. Il faut le faire savoir. Après, au bout d'un moment, ça ne sert à rien d'en rajouter une nouvelle si on n'est pas capable après d'accompagner aussi l'abonné, de lui expliquer ce qui existe et comment il va pouvoir l'utiliser à son avantage. Donc un accueil plutôt très positif honnêtement aujourd'hui et j'espère, on a commencé à en vendre un peu en stand-alone, mais là on en a vendu une dizaine. C'est déjà pas mal, hein, je dirais, en 15 jours. Il faut bien qu'on catégorise les choses. Il y a 3 types d'abonnements en stand-alone aussi. On avait fait un d'étudiants, on a eu pas mal d'étudiants effectivement qui étaient dans des COP ou des négoces. Et là j'ai un petit doute quand même parce que effectivement on les connaît et ils n'ont plus l'âge d'être étudiants. Donc voilà, mais il y a un intérêt et on va monter en puissance jusqu'au salon de l'agriculture en février. Merci. Merci, Henri. Vous présentez en 10 secondes. Bonjour, Julien Gagnette. Moi j'ai créé un outil qui ressemble beaucoup à ça, mais pour un autre secteur. Donc ça m'intéresse d'en savoir un peu plus. Est-ce qu'il y a une continuité de service après l'ex-agro? C'est-à-dire, si je suis agriculteur, j'ai des questions juridiques, l'ex-agro répond en partie, mais j'ai besoin d'aller plus loin avec un avocat. Est-ce que vous faites cette mise en relation? Est-ce qu'il y a quelque chose pour aller plus loin? Ouais, alors là c'est une première brique. Bon, il y a quelques amis concurrents dans la salle, donc je ne vais pas non plus livrer tous les secrets de fabrication. Mais c'est la stratégie en fait. À chaque fois, pour nous, et c'est moi je appartiens à un groupe qui est le groupe Isabelle, on a toujours dit on ne fait pas le travail de nos clients. Donc là-dessus on est très clair. On accompagne les agriculteurs. Après, être et gagner de plus en plus dans le mix média qu'on a aujourd'hui de concevoir comme un levier en fait de développement et aller sur l'ensemble de la chaîne. Donc concomitamment, on a fait un deal aussi avec une petite start-up qui s'appelle Gaston, qui fait aussi du droit rural. C'est pas aujourd'hui, ça se réunit pas. Voilà, c'est sur un autre site qui s'appelle Carnet. Eux, ils sont à même effectivement de traiter vos questions sur tout ce qui est droit. Il y aura des passerelles, des partenariats, mais pour l'instant, effectivement, on teste déjà ça, mais ça a du sens d'être sur l'ensemble de la chaîne. En même temps, on a lancé aussi une plateforme qui s'appelle Charlie, mon coach agri, et là, c'est une plateforme de formation. Donc à un moment, tout ça, ça a du sens d'imaginer une plateforme en ligne de formation. Donc tout ça, ça va se parler, vous avez du sens à l'imaginer. On a du sens. J'ai peut-être une question pour vous trois finalement, c'est comment vous vérifiez que la valeur ajoutée de votre solution est supérieure à ce qui existe déjà sur OpenAI ou les autres en fait. Moi je peux répondre, nous on teste de manière très régulière, donc ça c'est vraiment la base, c'est vraiment de montrer, et honnêtement c'est pas toujours évident, en tout cas sur des métiers très techniques, très pointus, très juridiques, c'est plus facile de faire la différence. Sur de l'information générale, de la culture générale, c'est beaucoup plus dur, clairement. Alors moi, je le teste régulièrement et je le teste aussi, mais là c'est plus subtil, sur, on va dire, je pose des questions un peu tordues,
ambitieuse, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais en tout cas, mes abonnés se posent la question, les organisations, les structures territoriales se posent la question de leur utilité d'une manière générale, fondamentale. Et donc quand on pose la question de cette utilité, est-ce que je sers à quelque chose sur ChatGPT et sur mon site, sur mon moteur d'IA, chez nous, la réponse, elle est plus positive, elle est plus informative et elle est plus argumentée. Donc on voit bien qu'on apporte quelque chose en plus. Maintenant, est-ce que c'est clairement perceptible par nos abonnés et est-ce qu'ils sont prêts à payer quelque chose en plus pour ça, ça c'est un autre sujet. Eric, sur vous. Oui, effectivement, depuis un an, on ne cesse de reprendre les prompts, les réponses. Il y a eu une création de postes même chez nous pour suivre ce sujet avec les rédactions. Donc on nourrit les rédactions de beaucoup d'éléments pour regarder aussi ce qui peut ressortir par ailleurs par rapport à d'autres. Donc oui, il y a une veille très très active de tout ce qui peut se faire. Sachant que le sujet aussi, on l'a un petit peu évoqué avec Alex Agro, ce sont les sources. C'est en permanence de pouvoir justifier, crédibiliser la promesse de la réponse, puisqu'in fine, la personne va l'utiliser souvent pour faire du conseil, et donc il va mettre sa signature. Donc il faut lui apporter le maximum de réassurance et le mettre en confiance. Et nous, on joue énormément là-dessus. Sur le fait de pouvoir apporter les bonnes références, les bonnes jurisprudences, et l'ensemble des éléments. Donc il n'y a pas que la réponse, il y a l'ensemble, c'est tout un écosystème, l'IA finalement, qui permet après d'avancer. Voilà ce que je peux dire de notre côté. Moi, on fait des tests aussi hebdo, on monte et on voit, et on va pas se mentir, à un moment, ils sortent des réponses qui ont du sens, on ne dit pas le contraire. Les notes, elles sont sécurisées, elles sont claires, elles sont concises, elles sont sourcées. Donc on crée aussi un écosystème qui aujourd'hui, moi, me manque un peu quand je vais sur ces moteurs générationnels. C'est-à-dire que j'ai l'info, mais je ne sais pas trop, effectivement, quelle est la solidité de cette réponse sur une problématique professionnelle. Je pense que c'est important de travailler avec des gens qui font référence. C'est ce qui fait aussi qu'on est encore là tous avec nos communautés. C'est parce qu'on est des gens sérieux qui traitons les choses effectivement sérieusement. Je voulais juste rajouter un tout petit point qui est vraiment important justement sur la qualité de la réponse. Nous, on a remarqué que quand les gens ils posent des questions, ils obtiennent des réponses, ils ont toutes les sources documentaires de notre base à disposition, mais ils téléchargent très peu. Donc en fait, ils font confiance à la réponse. Donc c'est quand même très crucial que les bases soient bonnes parce qu'ils ne vérifient pas toujours. On ne peut pas s'abriter derrière nos bases. Donc la valeur ajoutée est dans le contenu, la qualité du contenu. C'est pour ça qu'Eric, tu embauches des journalistes supplémentaires, j'imagine. L'idée, oui, c'est de renforcer le fonds documentaire, renforcer encore plus. David avait une question ? Oui, David Hacher, directeur de publication d'Actuellement. Déjà, merci beaucoup à vous trois pour ces partages, parce que quelque part, vous partagez le fruit de vos réflexions et de vos recherches et développements. J'avais une question pour Jean-Baptiste Riboul. Vous avez indiqué le fait que dans votre base d'articles, initialement, vous aviez environ 7000 articles. Vous avez enrichi votre fonds documentaire justement avec des documents tierces. Ça a doublé, j'ai noté, ça a doublé la taille de votre fonds. Pas encore, mais ça va doubler dans pas longtemps. Demain, ça double et c'est exponentiel. Et justement, comme on pointe tout particulièrement le fait qu'il faille des contenus de qualité pour pouvoir augmenter la densité informatique des réponses de l'IA, qu'est-ce qui vous permet, quels sont les moyens que vous avez mis en œuvre pour pouvoir sélectionner ce que vous ajoutez à votre fonds documentaire, qui donc viennent de tierces parties, et qui garantissent la qualité du tout pour avoir des réponses pertinentes? Alors, on prend essentiellement des rapports de type officiel, c'est-à-dire qui émanent de collectivités territoriales, de collectivités publiques ou d'organismes officiels. Donc, rapport des cours des comptes, rapport de l'INSEE, des éléments, des sources vraiment fiables. On ne télécharge pas n'importe quoi, ou par exemple des grands cabinets d'audit spécialisés sur l'hôtellerie qui font des rapports annuels sur l'hôtellerie depuis 10 ans. On les connaît, journalistiquement, on sait que c'est très solide, donc on les met. On ne s'aventure pas à prendre tout ce qui passe n'importe comment, bien évidemment. Et donc, C'est les moyens. pardon. C'est les moyens importants. Vous recrutez un équilibre économique.
Ça c'est du temps homme, il faut aller les chercher. Après il faut faire une petite synthèse justement avec un moteur d'IA. Enfin c'est un peu de travail, c'est pas gigantesque mais c'est quand même un peu de boulot. Donc c'est gentil de nous dire qu'on partage, mais je crois qu'on s'était parlé à nous aussi quand je me suis lancé. En tout cas j'avais eu votre contact par la FNPS pour... Oui voilà, donc à charge de revanche du coup. Vous avez fait un truc? Oui. Venez alors. Non, mais faire à peu près différents niveaux, des choses à peu près différentes. C'est intéressant. Je me permets, tu me fais bien? Oui, merci. Non, mais effectivement, donc sur Actu Environnement, donc qui regroupe plusieurs titres, donc Actu Environnement en tant que IPG, on va dire, de l'environnement. Bon, allez, je me lance. Merci de m'accueillir au pied de feu. Donc effectivement, actuenvironnement.com regroupe 3 axes éditoriaux complémentaires, donc un titre IPG, un titre technique avec environnement et technique et un titre de droit. Donc nos lecteurs sont les professionnels des secteurs de l'eau, des déchets, de l'énergie. Évidemment, forte question, forte appétence de nos lecteurs pour la dimension juridique, puisque comme vous le savez tous, l'environnement est vraiment poussé par la réglementation, la législation. Et donc on a développé notre RAG, donc notre assistant documentaire. Moi j'appelle ça un assistant documentaire, donc qui vient rechercher dans notre fonds qui, depuis le temps que nous existons et au vu des titres que nous avons achetés depuis 15 ans maintenant, compte un petit peu plus de 50 000 articles. Donc une belle base effectivement qu'il fallait exploiter, que notre moteur de recherche privatif, développé maison, ne permettait pas d'explorer de manière suffisamment pertinente. Et donc là, effectivement, c'est toute la valeur de l'intelligence artificielle qui s'exprime, qui permet d'aller chercher, de synthétiser dans toute cette base de connaissances qui effectivement est certifiée, puisque soit ce sont nous qui l'ont, ce sont nos journalistes qui l'ont produite, soit ce sont les journalistes des titres que nous avons achetés. Enfin, en tout cas, on sait d'où ça vient. On y accorde la crédibilité. Ça donne effectivement une forte densité informative aux lecteurs, avec effectivement ce point de vigilance que lorsque l'on parle de questions réglementaires, de questions de droit, ça devient tout de suite très difficile pour l'IA d'être très pertinente. Voilà. Comment tu monétises? Eh bien, à l'instar de ce qui a été fait, donc ça vient rajouter la valeur d'usage à notre abonnement. Donc concrètement, on ne le vend pas en stand-alone. En tout cas, on n'a pas pour l'instant cette prétention. Par contre, effectivement, pour nous, c'est un argument pour nos abonnés, pour dire d'une part, restez avec nous. Et puis pour ceux qui ne le sont pas encore ou qui se posent la question de nous rejoindre, rejoignez-nous parce que chez nous, vous avez des choses en plus. Voilà. Okay. Merci David. Une question? Oui. Jean-François Ligas, je suis éditeur de sites dédiés à l'informatique, B2B, informatique multimédia, tout ça on s'en fiche. Comment vous gérez la question de l'obsolescence? Moi par exemple, j'interviewe comme chez IBM, j'ai une base de 17 000 articles, je ressors le rachat d'IBM il y a 10 ans, ça n'a plus tellement d'intérêt par rapport à nos lecteurs. Et je ne suis pas du tout juriste, mais j'imagine qu'en matière de droit, c'est un peu la problématique. La loi de 1932 est peut-être plus tellement pertinente. Alors, le droit rural, ça n'a pas beaucoup bougé, mais le droit fiscal et social, lui, il n'arrête pas de bouger. Donc, comment vous gérez cette problématique d'obsolescence? J'avoue que moi, je n'ai pas trouvé le martingale. En fait, on a toutes les nuits une remise à jour de notre fonds documentaire. Donc, historiquement, avec RF Premium, donc l'ensemble du fonds documentaire du groupe, il y a une remise à jour qui fait qu'aussi que nos ouvrages, par exemple, sur la partie digitale, est remise à jour par rapport à la partie print. Et donc ça, en fait, c'est le résultat d'un travail qui avait été fait sur la chaîne éditoriale il y a 15 ans, qui fait qu'on a aujourd'hui, pour notre IA, ou les informations à jour qui sont exploitées. Et ça, j'avoue que c'est effectivement une technologie qui est propre au groupe et qu'on a développée. Donc je parlais de la qualité de la base de données qui est fermée, mais aussi effectivement de la mettre dans une logique... alors après on peut mettre le curseur en fonction des domaines, si on est en paye ou si on est en fiscal ou si on est en... Ça ne bouge pas aussi vite, ce que je veux dire, dans tous ces domaines-là. Donc quelquefois on peut être sur une logique hebdomadaire ou une logique mensuelle ou une logique quotidienne. Mais effectivement c'est un point qu'on a pris en compte pour pouvoir aller sur la qualité de la réponse et le fait que ça soit le dernier, par rapport aux sources, le dernier texte
qui a été en plus pas en discussion, et on sait qu'on est quand même dans un contexte actuel où c'est que de la discussion mais pas de la décision, mais qui soit réellement ce qui fait foi par rapport à une décision derrière à prendre et qui permette de vraiment travailler. De nouveau, on parle aujourd'hui d'expertise pour des praticiens et pour des experts. On est un petit peu hors de l'univers du quotidien journalistique avec la dernière information, avec des points de vue notamment, etc. Mais ça fait partie effectivement des sujets, cette mise à jour. Je ne vais peut-être pas m'exprimer, mais le problème, c'est pas tellement la nouveauté en fait, c'est de dire remonte jusqu'à quand. C'est ça qui est, enfin, en tout cas pour nous, qui est compliqué. C'est-à-dire, encore une fois, on est dans un univers qui va très très vite. Donc on a forcément la dernière information, mais mine de rien, la fusion-acquisition d'il y a 5 ans peut avoir sens. Celle d'il y a 15 ans, quand on a créé nos médias, on a beaucoup moins de sens. C'est là où la valeur ajoutée, et sans rentrer dans notre, et je ne pourrais pas vous donner la recette, mais Alter Ego, ça fait 5 ans qu'on travaille dessus. Et donc c'est pour ça que je l'évoquais tout à l'heure, on l'a fait dans une logique de pouvoir répondre avec les données qui seront nécessaires pour pouvoir faire son travail in fine aux praticiens. Mais on pourra en parler à l'occasion si ça vous intéresse dans une logique plus ferme. Un tout petit point de réponse, mais qui ne va pas vous aider. Pour nous, nous sur nos contenus, on n'a pas ce problème-là. En gros, on n'a pas vraiment d'obsolescence du contenu. Les territoires touristiques, les équipements touristiques sont toujours là. Ce qui est intéressant, la différence qu'on a vue avec notre moteur de recherche ancien, c'est que quand on tapait un mot-clé, c'était le dernier article qui sortait. C'était pas forcément celui où il y avait le plus de contenu. Avec le moteur d'IA, c'est l'inverse. Et donc ça, c'est intéressant, il va chercher là où il y a le plus de pertinence. Moi, je vais essayer de vous aider, mais je ne suis pas sûr. Et l'idée, c'est de se dire aussi, nous, on réoriente en fait les flux, notamment éditoriaux, autour de ces questions. Donc, on a accès à l'admin, on voit quelles sont les questions, par exemple, qui intéressent nos agriculteurs. Et sur ces questions, mais attention, c'est du froid, en fait, c'est du texte, en fait. C'est pour ça que c'est plus simple de commencer. Je ne pourrais pas l'imaginer aujourd'hui, puis ça casserait définitivement le modèle du média, mais je ne pourrais pas l'imaginer sur un Figaro, je pense, cette approche, ou sur un titre d'actualité générale ou de presse d'opinion. Là, il y a une mise en difficulté, mais ils trouveront peut-être des solutions. Mais nous, effectivement, donc on produit des contenus, et donc il y a une mise à jour, et ça remonte après, effectivement, dans le cloud, et à chaque fois, quasiment tous les mois, donc on va remonter tous ces contenus qu'on aura produits. Il faut l'actualiser, la base. Ouais. C'est Alaska, il s'entretient. J'aime bien ta notion d'Alaska, et visiblement, tu as trouvé du pétrole, toi, en Alaska. Jean-Baptiste, une question. Tu as évoqué le PAC-IA. Je peux comprendre que c'était une subvention, des aides. Oui, c'est en fait pour développer l'offre, c'est 37 000 euros ou 38 000 euros et ils financent la moitié. Voilà. Et donc on finance l'autre moitié. Le dossier est simple. Oui, ultra simple, ultra rapide. Franchement, je m'attendais à une administration atroce. Ouais, les aides techniques aussi. PAC, les financements à peu près. 50% via la FNPS. Et donc dans le choix, je reboucle avec mon collègue, c'est que dans le choix, il nous conseille des prestataires. Donc nous, après, on a analysé tous les prestataires, on a fait une grille, on les a évalués, audités, etc. Et comme on m'avait donné des références d'autres titres, dont monsieur, sur Actu Environnement, du coup je l'ai appelé pour qu'il me dise alors il est bien ou il n'est pas bien, etc. Donc en fait, je les ai d'ailleurs transmis à la FNPS. L'audit des prestataires avec lesquels vous allez travailler existe en partie, en tout cas on peut le partager, il n'y a pas de souci. Bien, nous allons devoir conclure. Merci beaucoup, c'était absolument passionnant. Vous allez pouvoir continuer à discuter avec les uns les autres dans les allées du salon. Ici, il y a une autre conférence qui va commencer, donc on va devoir libérer. Vous avez aussi le président de la FNPS qui est là et la directrice qui, si vous voulez discuter, n'hésitez pas, ils sont là pour ça aussi, ainsi que les équipes. Donc je vous propose quand même de les applaudir parce qu'ils ont complètement...